Dans son discours aux Français pour annoncer le confinement, Emmanuel Macron a avancé des chiffres très précis. Il s'est fixé comme objectif de ramener les contaminations à 5000 cas par jour. Et le président cite un chiffre choc, d'au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer d'ici quelques mois si rien n'était fait pour endiguer l'épidémie. Ainsi justifie-t-il la nécessité du nouveau confinement. Louis Fouché, médecin anesthésiste et réanimateur à l'hôpital de la Conception de Marseille, doute de la politique menée. Membre du collectif Réinfo Covid, il conteste la vision du gouvernement. Alors juste une chose avant qu'on commence à parler de ça, je n'ai pas de conflit d'intérêt en fait. Si vous regardez sur Transparence Santé, j'ai 450 € de conflit d'intérêt qui sont liés au staff du service. Je pense que c'est la première question que vous devriez poser à tous les médecins et tous les scientifiques qui s'expriment sur ces sujets-là, parce qu'on a un vrai problème de corruption systémique en santé. C'est pas que les gens sont méchants ou mauvais ou qui sont fondamentalement mauvais, c'est ce qu'on appelle une corruption systémique, quoi. Il y a trop d'argent en jeu dans le système de santé. Et ça fait que toutes les décisions qui sont prises ont quelque part, ce que disent les Américains, follow the money, quoi. Il y a un problème avec l'argent. À ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. Le discours du président Macron, en fait, pour nous, ressemble énormément, pour moi qui pratique l'hypnose, ressemble de manière très étonnante à une énorme manipulation. En fait, c'est un tissu de manipulation de A jusqu'à Z. Vous prenez chaque phrase, en fait, elle concatène des concepts ensemble, c'est-à-dire qu'elle les pose les uns à côté des autres en essayant de faire penser aux gens qu'il y a un lien entre des choses qui, en fait, n'en ont pas. Et ça commence par d'abord dire cette maladie est très grave. Et c'est déjà juste pas vrai, en fait. C'est simplement pas vrai. C'est dire ensuite que l'hôpital et les réanimations sont en tension. Ça, c'est vrai, bien sûr, elles sont en tension et il se passe quelque chose, il ne se passe pas rien. Mais cette tension sur les services hospitaliers, elle est chaque année, en fait. Si vous prenez les interviews de Bruno Megarban chaque année, il explique qu'en fait, bah oui, on est en tension parce que on est dans un système de tarification à l'acte, on est dans un système où on fonctionne à flux tendu sur l'hôpital, dans une idéologie néolibérale mondialiste depuis 15 ans qui cherche à diminuer le nombre de lits. On a diminué de 69 000 lits en 15 ans le secteur d'hospitalisation, et la réanimation a baissé aussi, mais pas ces 2 dernières années. On tourne autour de 5 000 lits de réanimation. Mais il y a une vraie tension sur les lits de réanimation et sur les effectifs, parce qu'on a diminué aussi les soignants, les aides-soignantes. Puis je vais vous raconter une histoire rigolote, c'est que par exemple sur mes 2 dernières gardes, eh ben, on a fait de la place pour accueillir un malade, et en fait, il n'y a eu personne pour faire le ménage, 2 fois. Et la chambre est restée inutilisable pendant 16 heures à chaque fois. Pas un scandale. Et donc après, on veut faire porter ça sur le dos des Français. En fait, c'est des petites entreprises, on leur explique que c'est leur faute. En fait, il y a vraiment, dans tout le discours de Macron, une espèce de façon extrêmement violente, extrêmement brutale, d'agresser les Français et de leur dire que c'est leur faute, de leur mettre la culpabilité dessus. C'est votre faute parce que vous vivez, c'est votre faute parce que vous voyez vos grands-parents, c'est votre faute parce que les enfants sortent, et donc on va vous punir. Et ben ça, je trouve que c'est dégueulasse en fait, et qu'en plus c'est une réponse qui est à côté de la plaque. Donc là, je rejoins votre question, confinement, reconfinement. En fait, l'expérience, c'est pas la réitération pendant 30 ans de la même erreur. C'est pas la réitération 50 fois de la même erreur avec les mêmes problèmes. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Le premier confinement a déjà démontré qu'il était une mesure extrêmement délétère et que les bénéfices qu'il était supposé apporter, c'est-à-dire de diminuer le R0 et de diminuer les tensions sur les réanimations, n'étaient pas avérés. C'était pas vrai, en fait, simplement. On n'a pas vu ça. D'une part, parce que le premier confinement est survenu au moment du pic épidémique, et donc, sur une courbe en cloche épidémique, de toute manière, ça allait décroître. Donc, ça dépend des endroits. Nous, le confinement à Marseille est arrivé un petit peu au moment du pic de l'accélération exponentielle de l'épidémie, mais dans les autres régions françaises, notamment dans le Grand Est, dans le Nord et sur la région parisienne, l'épidémie était déjà en train de se tasser. Et donc, on a dit, ah bah oui, c'est grâce au confinement que l'épidémie a ralenti, mais c'est juste pas vrai, en fait. La deuxième chose, c'est que les effets secondaires du confinement ont été extrêmement délétères. Et là, c'est peu de le dire. On ne les a même pas mesurés, si vous voulez. On a fait semblant, on s'est caché derrière notre petit doigt. Mais la réalité, c'est que des gens avec des infarctus, c'est-à-dire un caillot dans les artères du cœur, ont eu une douleur dans la poitrine et ne sont pas venus à l'hôpital parce qu'ils avaient peur de venir simplement, parce qu'il y avait le Covid, etc. Ils n'ont pas appelé le SAMU, ils ont dit « ouais, ça va passer ». Et en fait, ils se sont retrouvés avec des cœurs complètement à la caisse, défoncés, en insuffisance cardiaque terminale. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont en insuffisance cardiaque terminale et on ne voyait pas ça depuis 30 ans, quoi. Ça n'existait plus. Pareil pour les cancers, pour les leucémies, pour les lymphomes. Un retard diagnostique majeur.
de 3 à 7 mois, en fait, pour certaines personnes, fait qu'ils arrivent avec des masses tumorales qui sont absolument énormes et qu'ils ont une perte de chance au niveau pronostic, c'est-à-dire qu'ils auront une moins bonne survie, une moins bonne qualité de vie et que leur cancer répondra moins bien aux différentes thérapeutiques qu'on mettra en route. C'est vrai aussi dans le champ de la psychiatrie, c'est-à-dire que on a vu avec le confinement qu'en fait, c'est une surprise. L'humain a besoin de liens, l'humain a besoin de relations, l'humain a besoin d'amour, l'humain a besoin de se toucher. C'est juste du bon sens, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de le démontrer scientifiquement? C'est de la folie, en fait. Les gens sont partis dans des bouffées délirantes aiguës, les gens qui se sont mis à délirer, à penser que c'était la fin du monde, qu'il y avait des méchants multimilliardaires qui voulaient qu'on meure tous, etc. Et ils ont été traités de schizophrènes ou de bouffées délirantes aiguës et mis sous neuroleptiques. Il y a des gens qui ont fait des épisodes dépressifs majeurs, des vagues de suicides. On a vu, nous, dans les réanimations, juste après le confinement, vraiment une vague de suicides. La réanimation s'est remplie de gens qui se suicidaient. Ça, c'est extrêmement triste, en fait. C'est une mesure stupide, délétère. En médecine, on passe notre temps à faire la balance des bénéfices et des risques. C'est-à-dire essayer de savoir, on va vous mettre une chimiothérapie, est-ce qu'on va vous tuer avec cette chimiothérapie? Mais vous serez bien guéri du cancer. Dans ce cas-là, c'est idiot, en fait. Et il y a un principe en médecine qui est enseigné dès la première année aux étudiants qui s'appelle primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. D'abord, ne pas aggraver les choses. Et ben là, sur ce confinement, d'une part, je vous ai dit que les bénéfices du premier étaient absolument pas prouvés, en fait, que les maléfices, en revanche, les risques étaient, eux, insuffisamment mesurés, mais étaient déjà complètement évidents. Je vous ai parlé du champ sanitaire, mais il y a le champ économique, le champ psychiatrique, le champ social, la destruction du tissu social, etc. Là, on nous parle de reconfinement donc préventif. Qu'est-ce que c'est que cette logique étrange, en fait, quand vous avez énormément d'autres armes à disposition? On a plein d'autres armes thérapeutiques pour freiner la propagation du virus, pour donner de la plasticité au système de santé. Vous avez un problème de système de santé qui est pas assez plastique, pas assez résilient à un choc extérieur. Et ce choc extérieur, comme je vous l'ai dit, il vient chaque année. Chaque année, à partir d'octobre, les réanimations sont en tension, il y a de plus en plus de malades, les chefs de service menacent de démissionner, on n'a plus assez de soignants. Et donc vous avez un problème d'une bouteille qui se remplirait trop vite et qui se vide pas assez vite. Et d'une bouteille qui n'est en plus absolument plastique. La première chose, c'est que vous pouvez augmenter la plasticité de la bouteille, du volume de la bouteille, c'est-à-dire être capable de déployer des lits de réanimation sans nuire au reste de l'hôpital. Ben ça, on n'est pas capable de le faire, parce qu'on n'a pas assez de soignants, et parce que notre système administrativo-technique, en fait, ne permet pas de le faire. Mais par contre, en Allemagne, ils arrivent à le faire. Et en vrai, c'est pas un problème. Quant à la piste de l'augmentation de nos capacités de réanimation, que certains évoquent comme une piste qui nous permettrait de ne pas prendre des mesures difficiles aujourd'hui. Quand Macron dit qu'on ne peut pas recruter des gens, c'est faux. Il y a 3 semaines, l'hôpital européen à Marseille a ouvert 25 lits de réanimation Covid en 3 jours. Parce qu'il y a mis les sous. Et il a trouvé les infirmiers, il a trouvé les aides-soignants, il a trouvé les soignants pour le faire. Si vous mettez le prix, vous trouverez les gens. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Aucun des chiffres qu'il a donnés sont ni réalistes, ni réels, ni ne correspondent à quoi que ce soit, ni du conseil scientifique, ni d'aucune étude scientifique. Le premier chiffre qui est absolument faux, c'est qu'il dit que si on ne faisait rien, il y aurait 400 000 morts. Wow, 400 000 morts. Il y a eu 35 000 morts sur la première vague et on ne sait même pas s'ils sont tous liés au Covid. C'est des morts avec le Covid. Et dans ceux-là, il y en a 10 000 morts en EHPAD déjà, ou 10-12 000 morts en EHPAD. Vous ne savez même pas ce qu'ils ont parce qu'on ne les a pas testés. Et en plus, on les a tués parce qu'on a dit donner du Rivotril à tous les gens qui respirent mal. Ce qui est un scandale éthique, un énorme scandale éthique. C'est incroyable en fait. Et dans les 20 000 morts qui restent, je vous donne une histoire aussi. Le type qui s'est suicidé par pendaison au cours Lyoto à Marseille, il est mort du Covid. Ah bon? Mais si, statistiquement, il est mort du Covid. Donc c'est pareil, cette histoire de façon de comment on compte. Alors là, je vous parle des morts. Donc 400 000 morts, ça n'a aucun sens. Ce ne serait pas du tout ça qui se passe si on fait rien. On a l'exemple de la Suède sur le premier confinement, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et à la fin, ils auront moins de morts que nous. L'autre chose, c'est que sur ces morts, on passe son temps à faire peur aux gens, mais la réalité de la surmortalité sur 2020, pour le moment, n'est pas avérée. Il n'y a pas de surmortalité liée au virus SARS-CoV-2 et à la Covid-19. Donc, en fait, c'est pas grave, quoi. Donc, il faut rassurer les gens. La troisième chose, c'est que les gens qui décèdent, en fait, sont des gens qui étaient parfois très âgés, en fait, avec de très nombreuses comorbidités, et qui, s'ils n'étaient pas morts de la Covid-19, seraient peut-être morts de la grippe un mois plus tard, ou 2 semaines plus tard, ou peut-être morts d'encore autre chose, ou d'une décompensation de leur pathologie chronique. Donc c'est juste pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Notre objectif à terme est simple, réduire très fortement les contaminations
et passer de 40 000 contaminations par jour à 5 000, ralentir significativement le rythme des entrées à l'hôpital et en réanimation. Et sur ce chiffre de 5000 cas, je voudrais mettre de la sémantique, parce que le travail majeur du gouvernement et de la communication médiatique mainstream, c'est de brouiller votre cerveau par des concepts faux et par un brouillage sémantique. Avoir un test positif, ça veut dire qu'il y a du SARS-CoV-2 quelque part dans votre corps. La question de savoir combien il y en a est absolument essentielle. Et ça, c'est la notion des CT. On pourrait revenir dessus un petit peu plus avant, mais c'est quand est-ce que la PCR qui donne l'amplification se met à partir en exponentielle et montrer « Ah, là, ça y est, ça commence à avoir beaucoup de matériel viral ». Si vous avez une PCR qui démarre à 32 CT ou à 34 CT, ça veut dire qu'il y en a très peu dans le prélèvement initial et qu'il faut attendre beaucoup de cycles de la rétrotranscriptase pour que ça se mette en route. Et ça veut dire que peut-être c'est que des traces, c'est que des fragments. Et ça se trouve, il n'y a même pas de virus. Et surtout, vous n'êtes même pas virifère. Ça veut dire que vous ne portez pas le virus à l'extérieur, vous n'êtes pas contaminant. Nous, on a un seuil qui est à 35 CT à Marseille. Il y a certains labos qui le rendent à 40 CT positif. Donc ça veut dire qu'on n'est même pas unifié sur la façon de rendre le résultat positif. Donc ça ne veut rien dire. La deuxième chose, c'est comme je vous l'ai dit, ça veut dire que vous avez du SARS-CoV-2. Mais l'immense majorité des gens qui ont du SARS-CoV-2 dans le nez, ils ne sont pas malades. Ils n'ont rien, ou ils sont asymptomatiques. 97% des gens qui ont un SARS-CoV-2 positif n'ont rien. En fait, n'ont pas la Covid-19. Le Covid-19, c'est la maladie induite par la présence du SARS-CoV-2 à un taux significatif et sans autre maladie qui serait explicative. Donc, ça ne veut rien dire, en fait. Donc, finalement, on est face à une espèce de diktat qui, je pense, est fait pour mettre les citoyens en colère, en fait. Pareil, vous allez peut-être en parler, mais quand on dit de masquer les enfants à 6 ans, c'est juste un scandale, en fait. Les enfants ne sont pas porteurs, ne sont pas vecteurs, ne sont pas malades. Pourquoi vous les masquez, en fait? Donc là, il y a vraiment une espèce de perversion, en fait. Quelque chose qui est du domaine, à mon avis, de la psychiatrie, quoi, qui ne va pas et qui devrait faire réagir les gens. Le problème, c'est la réaction des gens. Je pense qu'on nous emmène à la colère doucement et de manière volontaire. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à comprendre, en fait, les tenants et aboutissants de tout ça. Mais je crois qu'il ne faut pas céder à la colère. La colère, c'est une énergie qui est pleine, qui est entière, qui donne des forces, mais qu'il faut transformer en courage. Donc, mon appel aux gens, c'est ne vous mettez pas en colère malgré tout ce que je vous dis là. Utilisez cette énergie pour être courageux et dire non, en fait, et commencer à agir dans la réalité. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés. Sur la réanimation, je peux aussi vous dire quelque chose, c'est que dans les malades qui sont en réanimation, il y en a un certain nombre, on sait qui sont les malades graves. On a réussi à identifier qui ils sont. Ce sont des gens qui sont hypertendus, diabétiques, obèses, comme antécédent majeur. Et ceux-là font une forme grave où ils ont du virus, puis le virus s'amende, on ne le retrouve plus, puis ils ont une phase inflammatoire d'orage cytokinique, et en même temps que cette phase inflammatoire, ils ont une atteinte du poumon assez sévère. Ils ont besoin de beaucoup d'oxygène surtout, et d'anticoagulants parce qu'ils sont à risque de faire des thromboses, des petits caillots. Mais ceux-là s'en sortent bien. Et pour un grand nombre d'entre eux, en 10-15 jours, finalement, ça passe. Et puis, vous avez d'autres patients qui, eux, sont immunodéprimés, ont un cancer, un lymphome, une leucémie, ou des maladies, des comorbidités, c'est-à-dire plein d'antécédents autres, des cancers guéris, mais très fatigués, dénutris, ou des choses comme ça. Et ceux-là n'arrêtent pas de produire du virus, et dans le même temps, alors qu'ils ont encore du virus, ont la phase inflammatoire. Et eux ont besoin de beaucoup d'oxygène, et ont en plus un autre virage dans leur maladie, c'est une surinfection bactérienne. C'est-à-dire qu'il y a une bactérie qui vient se mettre en plus, et qui là abîme encore plus le poumon, et fait qu'il bascule dans la gravité. En fait, on peut faire des préventions ciblées. Vous disiez, on cherche à éviter que le R0 et la tension sur l'RR. On les connaît, ces malades-là. Et en général, ils consultent aux urgences ou chez leur généraliste 10 jours avant d'arriver à l'hôpital parce qu'ils ont eu de la fièvre, une agueusie, une anosmie et qu'ils sont fatigués. Pour le moment, le gouvernement français a interdit qu'on leur prescrive un médicament. C'est aberrant. Il y a un médicament qui s'appelle l'hydroxychloroquine, le Zitromax et le zinc, qui sont très peu risqués et dont le bénéfice potentiel est très grand. Il faut le faire, en fait. La balance bénéfice-risque, c'est qu'il faut le faire. Il ne faut surtout pas interdire aux médecins de le faire, au contraire. Par contre, on essaie de vous fourguer du remdesivir, qui est un médicament fait par Gilead Sciences, qui lui est extrêmement toxique. Et là, on vous dit, vous pouvez le donner gratos à l'hôpital. C'est un scandale. C'est un scandale. Aux personnes à risque, aux plus vulnérables, aux personnes âgées de plus de 70 ans, je demande une vigilance accrue. Moins de réunions avec la famille, avec les amis, même si c'est un crève-cœur. Les gens à risque, les personnes âgées, les gens avec des cancers, etc.,
pouvez leur donner un masque FFP2. Ça va marcher. Et leur dire de bien se laver les mains, et de sortir, de voir des gens, de ne pas se distancier socialement, de se distancier physiquement. Mais de rester en lien au contraire. Parce que sinon, ils vont décliner très très vite et avoir une santé qui va s'aggraver très rapidement. De faire de l'exercice physique. Le syndicat des médecins du sport a dit, même pendant le confinement, continuez à faire l'exercice, sortez, vivez votre vie, sinon vous allez être malade en fait. Donc, il y a des choses à faire comme ça. Mettre des masques FFP2 aux gens qui sont fragiles et arrêter d'emmerder les autres. Les laisser tranquilles, les laisser vivre leur vie, les laisser faire leur boulot, ne pas détruire le système pour ça. Et arrêter de leur faire peur surtout, parce que c'est complètement irréaliste. La réalité, c'est pas une maladie dont il faut avoir peur, c'est une maladie qu'il faut prendre en charge de manière pragmatique. Et la troisième chose, c'est de laisser prescrire l'hydroxychloroquine, le Zithromax et le zinc. Donc ça, je pense que déjà, si vous faites ça, vous allez voir que vous allez diminuer la tension sur l'hôpital et sur les réanimations. Les soignants à l'hôpital jouent évidemment dans ce contexte un rôle essentiel, mais nous avons besoin des médecins de ville, des infirmiers, des pharmaciens, de tous les acteurs du médico-social. Il y a deux éléments dans la perte de chance des malades pendant la première vague. C'est d'une part la peur des patients de venir. Simplement, ils ne sont pas venus, ils n'ont pas consulté, ils n'ont pas écouté leur corps, ils n'ont pas écouté leurs symptômes et leur détresse parce qu'ils avaient peur du Covid. Ça, je pense que c'est toujours là. Je pense que les gens ont peur. Et donc, il faut vraiment soigner la peur des gens avec beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur. Vous ne pouvez pas les secouer trop brutalement et leur dire non, mais ça va, en fait, on va survivre à cette histoire. Donc, il faut y aller mollo et juste les rassurer, je pense, vraiment beaucoup. Et puis, pas trop à coup de chiffres. Parce que si je vous donne les chiffres de PACA, là, ça va. Hein. Enfin, on est entre 3 et 9 morts par jour sur un bassin de 5 millions d'habitants. Bon, ça va, en fait. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est l'impact de la tension hospitalière et réanimatoire et des urgences sur l'activité de l'hôpital en lui-même. Parce que finalement, si vous veniez dans les hôpitaux en mars, vous voyez des hôpitaux vides, et des réanimations pleines, des urgences pleines, et des services Covid pleins. Parce qu'en fait, on n'avait pas assez de soignants, et qu'on a pris les soignants, par exemple des blocs opératoires, pour les mettre dans les services de réanimation. Ça, ce problème-là, il n'a pas du tout été résolu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous, on veut monter en volume notre bouteille dont je vous parlais tout à l'heure, si je veux monter le nombre de lits, je suis obligé d'aller prendre des soignants au bloc opératoire ou dans d'autres services. Et donc de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et donc ça fera la même chose. Donc actuellement, on est en train de commencer ce qu'on appelle des déprogrammations chirurgicales. C'est le premier pas vers déprogrammer aussi de la médecine, c'est-à-dire commencer à ne pas faire ce qu'il fallait qu'on fasse d'habitude. L'administration hospitalière, la direction médicale, par exemple, de la science publique, fait tout son effort pour ne pas déprogrammer. Mais la réalité, c'est que petit à petit, il y a une tension et qu'ils n'ont juste pas assez de personnel, pas assez d'argent. Alors, c'est pas qu'une affaire d'argent, il y a aussi une affaire organisationnelle. Ce serait un peu long de rentrer dans les détails, mais vous pouvez accélérer le turnover des patients Covid et éviter qu'ils arrivent en réanimation par tout ce que je vous ai dit déjà, mais par le fait de faire des circuits de ville qui marchent bien, des avals d'hospitalisation ou des amont d'hospitalisation qui marchent bien avec les généralistes, avec les infirmières de ville, etc. Et dans ce cas-là, ne pas surcharger l'hôpital. L'autre chose, là, on a reçu une lettre complètement étrange, ça paraîtrait absurde en fait quand je vais vous l'expliquer. Olivier Véran dit qu'il faudrait commencer par arrêter les programmes chirurgicaux ambulatoires. Ambulatoires, c'est les gens qui ne restent pas à l'hôpital, justement. Mais c'est complètement débile. C'est cela qu'il faut garder. L'ambulatoire, ça pose aucun problème. Ça tire moins sur le personnel, ça se passe en ville, les gens, tout va bien, quoi. Après tout, nous réalisons 1,9 million de tests par semaine. Nous sommes l'un des meilleurs pays d'Europe aujourd'hui en la matière. Arrêtez de tester comme ça en population générale, c'est juste complètement aberrant. Vous avez des gens qui sont testés dans l'accueil de l'IHU parfois 3-4 fois dans la même semaine parce qu'ils ont peur. Donc vous ne savez même pas comment interpréter les résultats. Vous ne savez plus qui est le dénominateur, qui est le numérateur. Vous êtes testé quand vous rentrez à l'hôpital, quand vous changez de service, quand vous venez en consultation, il faut que vous ayez un test de moins de 3 jours, quand vous reprenez le boulot, quand vous revenez de vacances ou vous partez de vacances. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc pareil, vous avancez, il y a 75 000 cas. Ce n'est pas des cas, c'est des tests, c'est une épidémie de tests positifs dont on ne sait pas quoi faire.